Ibrahim Traoré est formel, selon lui. Il existe bel et bien en Côte d'Ivoire et au Bénin des centres d'opération visant la déstabilisation des pays du Sahel. Avant le président burkinabé, le premier ministre nigérien Lamine Zeine a formulé contre le Bénin des accusations similaires. On n'oublie pas non plus le feuilleton des 49 militaires selon les uns, mercenaires selon les autres, condamnés au Mali pour atteinte à la sûreté de l'État. Grave révélation, mais régulièrement démentie. Qui dit vrai? Qui prêche faux? Pourquoi pas une troisième voie pour crever cet abcès sécuritaire qui peut finalement embraser la sous-région? 90 minutes pour en parler avec nos consultants. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anani Sossou. Bonjour, monsieur Sossou. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos amis africains qui nous suivent un peu partout dans le monde. J'espère que vous passez un bon dimanche. Monsieur Sossou est consultant en communication politique. Il sera en compagnie de qui devinez aujourd'hui? Oui, l'inamovible qui n'est pas là. Luc Abaki, notre co-débatteur. Bonjour Luc. Bonjour Gilles, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. Je me demande si j'ai les attributs nécessaires pour porter la veste de monsieur l'ambassadeur. Bon, on va s'essayer. Une pensée particulière donc à son excellence Sogoyou Kegewe qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Nous espérons qu'il va nous rejoindre dans les prochains jours. Luc Abaki, journaliste et écrivain. Burkina, Ibrahim Traoré fait grave révélation sur le Bénin et la Côte d'Ivoire. C'est le sujet du jour. Si vous souhaitez participer à ce débat, vous êtes le bienvenu. Si vous nous recevez ce dimanche à midi, vous êtes en direct. Écrivez-nous. Je rappelle le contact plus 228 96 08 43 43. C'est le numéro pour nous envoyer vos contributions pour enrichir ce débat, que vous soyez d'accord avec nous ou non. Si c'est indifféré que vous nous recevez sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de nous soutenir avec votre pouce, likez cette émission. Faites-le en même temps pour ne pas oublier. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de nos notifications pour recevoir nos programmes, les alertes dès qu'un nouveau programme est diffusé, et partagez-nous au World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change, la voix de l'Afrique qui gagne. Mais avant de revenir sur notre sujet, actualité oblige, le monde connaît de grands bouleversements. La Russie progresse en Ukraine en attendant l'arrivée des avions américains, les F-16, les fameux F-16. En France, après les élections législatives, Macron tombe un peu dans l'ingouvernabilité, selon la formule de Cazeneuve. Et coup de théâtre aux États-Unis, en pleine campagne ou pré-campagne, Donald Trump, le candidat républicain, est blessé par balle lors d'un meeting complètement surréaliste, Anani Sossou. Oui, c'est complètement surréaliste et on se pose beaucoup de questions sur cette tentative d'assassinat, selon l'expression du FBI. Une tentative d'assassinat sur un ancien président. On se pose donc des questions sur sa garde rapprochée, sur la sécurité même qui devrait entourer ce meeting en Pennsylvanie. Ouais. Surtout que le tireur n'était qu'à quelques mètres de Donald Trump, entre 130 et 150 mètres. Vous voyez déjà ce rapprochement. Un tireur qui, lui, n'est pas sécurisé, n'est-il pas sécurisé avant l'arrivée de Donald Trump? Est-ce qu'on n'a pas vérifié tous les étages aux alentours, ce qui se fait généralement d'habitude, et un tireur qui va se planquer sur un immeuble et qui tire sur Donald Trump, les fleurs à l'oreille. Il a échappé belle. Hein? Oui, tue un militant et en blesse deux grièvement. C'est quand même assez grave. On n'a jamais connu ça depuis 1963, je crois. Si après Kennedy. Hein. Oui, si ma mémoire est bonne, où on a tiré comme ça sur un ancien président, une arme à feu. Donc c'est George W. Bush qui avait reçu des chaussures oui, lors d'une conférence de presse. Mais ça... Il a failli le sauver parce que... Voilà. Mais avoir un fusil et tirer sur un chef d'État, c'est quand même assez gravissime. Et aujourd'hui, tous les républicains sont vent debout, même si les démocrates condamnent. Et ce qui est encore surprenant, c'est que le tireur, c'est un jeune républicain. Donc, quelles sont les motivations? Quels sont les motifs? C'est un jeune républicain de 20 ans, d'après la police de Pennsylvanie. Quels sont les motifs pour qu'un républicain tire sur un candidat républicain, très populaire d'ailleurs, ces derniers jours? Se pose alors la grande question de la circulation des armes aux États-Unis. On sait très bien que Donald Trump
n'a jamais voulu qu'il y ait une loi sur les armes. Parce que le lobby des armes aux États-Unis est vraiment... C'est un lobby puissant. Hein. Très très puissant. Et c'est ce lobby-là qui fait et défait même les présidents. Donc, se pose cette question-là. Est-ce qu'on devrait permettre aux armes de circuler comme ça, librement, pour que chaque Américain puisse en disposer à volonté? Ça, c'est un grand débat. C'est un vieux débat et personne n'a jamais pu et je crois trouver la réponse pour le moment. Ce débat-là sera même au centre des 4 mois qui séparent les Américains de l'élection du 4 novembre. Luc Kabaki, de Donald Trump, c'est passé très près. Hein. Il a été blessé à l'oreille gauche. C'est dire que, mine de rien, il aurait pu recevoir la balle dans la tête, en pleine tête. Oui, c'était l'objectif en fait. Le tireur visait sa tête. Il a eu la chance de bouger juste sa tête. Et puis bon, voilà. Je crois qu'il est né sous une bonne étoile. Hein. Mais vous voyez, cette attaque-là rentre dans le contexte, vous avez bien fait de rappeler un peu le contexte géopolitique dans lequel nous sommes, marqués visiblement par la violence à tout point de vue. Et lorsqu'on analyse tout cela, on se rend compte que, ben, écoutez, le monde d'aujourd'hui n'exalte plus les valeurs humaines où il faut justement s'affirmer dans ce monde par les vertus, les qualités, par notre intelligence, notre capacité à impacter l'environnement et notre fertilité d'esprit, notre créativité, etc. C'est plutôt la brutalité, la violence, l'agressivité qui marque cette humanité-là. Et c'est triste parce que là, ça veut dire que l'humanité marche à contre-courant des principes qui ont toujours gouverné justement la vie de l'être humain. Et ça, c'est très grave. Et quand on prend justement la personne de Donald Trump, je pense que c'est une vraie icône pour l'Amérique. Parce que ce monsieur a fait un parcours particulier, atypique. C'est quelqu'un qui sort de l'establishment, il n'est pas dans le conformisme, il brise toutes les chaînes qui tiennent le monde dans une forme de rigidité et il crée un monde nouveau. Et donc sa philosophie qui consiste à prôner plutôt le patriotisme en lieu et place du mondialisme, de l'influence, de l'hégémonie et de tout ce qui caractérise aujourd'hui le monde des puissants entre guillemets et qui explique que malheureusement les pays comme les nôtres n'ont pas de marge parce qu'ils sont étouffés à tout point de vue, fait que finalement Donald Trump devient un animal à abattre. Je salue particulièrement les réflexes d'animal politique qu'il incarne, parce que malgré la balle, dans un premier temps, c'est vrai, il a essayé de se baisser, mais il s'est relevé après, en même temps, pour monter justement et galvaniser la foule en disant, ben, écoutez, fight, combattez, continuez le combat. Parce que sa garde avait annoncé que le tireur avait été maîtrisé. Absolument. Donc, vous comprenez bien sûr que Donald Trump s'est revêtu d'une mission. Et il est en train de comprendre qu'il a une responsabilité vis-à-vis du peuple américain. Et donc, dans un tel contexte, sa vie ne compte plus. C'est plutôt sa mission qui compte. Et c'est cet état d'esprit que nous recherchons auprès de nos leaders en Afrique qui, malheureusement, ne comprennent pas qu'en réalité, le poste de président, le poste de dirigeant n'est pas un instrument de jouissance ou bien un instrument dont on se parle qui sert de bouclier, etc. Mais on utilise justement ces genres de responsabilités pour laisser un impact déterminant dans la vie de la population, en fait. Mais c'est un coup de pub, malgré tout, hein, une publicité terrible hein, qui est en train d'être faite à Donald Trump. Est-ce que dans ce contexte-là, où Joe Biden est critiqué pour, comment on va dire, son état physique, est-ce que Donald Trump n'est pas parti pour être réélu? Oh, mais j'ai eu le malin plaisir à regarder les chaînes américaines, notamment CNN, qui est une chaîne quand même proche des démocrates. J'ai regardé un peu CNBS aussi, mais la plupart des commentateurs et des analystes qui sont passés sur les médias disent que l'élection est déjà pliée pour Donald Trump. Ça, c'est un gros coup de pub que vient d'avoir Donald Trump. Donc, d'abord, il faut retourner un peu en arrière, quelques jours en arrière, pour voir toutes les bourdes que Joe Biden commet. Il faut voir aussi Joe Biden qui est hésitant. Bon, vous parlez de bourdes, mais bon, peut-être ce sont des lapsus. Confondre Poutine avec Zelensky. Oui, ça, c'est assez grave. Tu es dans une conférence de presse de fin de conférence de session de l'OTAN.
Et tu as invité particulièrement Zelensky, à qui vous fourguez des armes pour aller gagner Poutine en Russie. Hein? Et maintenant, tu compares Poutine, tu prends Zelensky pour Poutine. C'est assez révélateur du fait que la personne même ne maîtrise pas ce qu'il est en train de faire en Ukraine. Sinon, c'est assez gravissime. Et vous avez vu aussi lors du débat avec vous avez vu, il était amorphe, incapable de prononcer un mot, incapable de trouver les mots justes pour contrer Donald Trump qui a menti sur plusieurs sujets d'ailleurs. Il n'était même pas habilité, il n'était même pas à même de relever les insuffisances dans les propos de Donald Trump. Vous avez vu. Et au sortir, c'était 67%, je crois, ou bien 63-67% pour Donald Trump. Et ce qui s'est passé hier, ça a boosté tellement la campagne. Surtout que on a vu que dans ce cas, d'autres candidats qui étaient couchés ne se relèveraient pas. On les filtrerait d'une autre manière. Mais Donald Trump, même si ses services de sécurité se sont plongés pour le protéger, il s'est relevé devant le public avec un point levé, c'est pour dire que je suis Donald Trump. Déjà que Donald Trump, la plupart de ses soutiens, surtout l'aile droite des républicains, les partisans de l'aile droite des républicains considèrent déjà Donald Trump comme une providence, un homme de Dieu. Et quelqu'un qui échappe comme ça à un attentat où devrait recevoir un coup de fusil dans sa tête, une balle dans sa tête, qui se relève et qui fait un coup de poing avant d'être exfiltré. Et juste après, quand il était parti à l'hôpital, à sa sortie, il dit, le combat continue. Absolument. Vous voyez ce type de personne, c'est comme l'incarnation divine. Pour la plupart des Américains, c'est comme l'incarnation divine. Quelqu'un qui est à même de protéger l'Amérique. C'est ce sentiment-là qu'il a donné. On dit combattez, fight, fight. Donc il a donné cette impression-là et tous les Américains aujourd'hui s'accordent à dire que il n'y a que cette personne-là qui peut nous sauver du désastre devant lequel le monde est confronté aujourd'hui. Le miraculé Donald Trump, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons bien évidemment dans le cours de la semaine. Revenons sur notre sujet du jour. Le Burkina Faso, son président Ibrahim Traoré qui porte de graves accusations sur deux pays voisins. Ibrahim Traoré qui présentait en milieu de semaine au Burkinabé sa vision pour les 5 prochaines années. J'ai envie de vous demander, mais la vision d'un pays doit-elle émaner du premier responsable, d'un seul homme, ou plutôt le résultat d'une analyse prospective impliquant tous les citoyens? Luc Kabaki. Alors, je vais répondre à la question, mais je pense qu'il faut d'abord situer l'intervention du président Ibrahim Traoré dans son contexte. Lorsqu'il a fait, donc il a renversé le président Tamiba, il y a eu des assises nationales qui ont envisagé la transition pour, je crois, 24 mois. Et donc, à quelques mois de la fin de l'échéance, précisément de cette transition, en tout cas de ce premier épisode de la transition, les Burkinabés se sont encore retrouvés pour réfléchir à la nouvelle perspective, à la nouvelle donne. Et c'est à cette occasion précisément qu'on lui a donné plutôt la possibilité d'exercer le pouvoir pendant encore 60 mois, soit 5 ans. Et donc, dans la foulée, il se devait précisément de revenir vers son peuple pour lui dire, bon, mais écoutez, j'ai validé ce que vous m'avez confié, voici ce que je veux entreprendre comme chantier avec vous ensemble sur les 5 mois à venir. 5 années. 5 années à venir. Voilà le contexte principal dans lequel il est venu. Et puis, Ibrahim Traoré nous a montré qu'en fait, il est un monsieur riche. Riche au sens plein du terme, c'est-à-dire riche en idées, riche en action, riche en initiative, riche véritablement, c'est-à-dire c'est un monsieur complet, qui n'a pas été à l'école de la gouvernance, c'est un militaire, capitaine de l'armée, mais quand il est venu, et tous les discours qu'il tient montrent qu'il est suffisamment structuré. Et il montre clairement qu'il sait exactement où il est en train d'aller avec le peuple burkinabé et il est investi complètement et totalement dans cette mission-là. Donc, lorsque vous parlez de la vision, vous savez très bien que chaque fois qu'il y a une élection, les candidats font quoi? Ils présentent un programme de société. Et c'est mais cette fois-ci, c'est pas un candidat. Absolument. Non, mais j'y vais. Il est dans ses fonctions. Et donc, ils présentent un programme de société. Et c'est logiquement sur la base du programme de société que
le président de la République est élu. Cela veut dire qu'en fait, c'est lui qui définit sa vision du pays et il transmet cela à la population. Et si cela adhère, ou du moins requiert l'assentiment de la population, c'est-à-dire que c'est en harmonie avec les aspirations profondes de la population, celle-ci décide précisément de lui accorder le quitus nécessaire pour le dérouler dans l'intérêt supérieur de cette population-là. Donc ici, à la fois, la population a eu à s'asseoir, à réfléchir, à poser les diagnostics essentiels qui concernent la vie et le devenir du peuple burkinabé. Et donc, lui a donné d'abord le là. Et à partir de ce là, lui, il a réorganisé et restructuré précisément son principe de gouvernance et il revient vers le peuple pour lui dire, bon voilà, sur la base de la mission que vous m'avez donnée, voici de quelle manière j'entends dérouler cela. Et vous avez vu comment il appelait le peuple. Il dit, chers combattants de la souveraineté et de la liberté, de l'indépendance totale. Et donc, ça veut dire qu'il rejoint précisément l'état d'esprit d'un Donald Trump qui comprend qu'il est dans un contexte de combat parce que le Burkina Faso est sous le projecteur de plusieurs défis à la fois et il ne peut qu'être un combattant précisément. Et donc, à partir de ce moment-là, on considère qu'il est un véritable leader, dans ce sens qu'il sait très bien où il veut aller, et il fait en sorte à mobiliser les consciences autour de cette vision-là, de sorte qu'elle soit véritablement implémentée dans l'intérêt supérieur du peuple burkinabé. Madame Soso. Oui, mais je ne pense pas qu'il soit parti tout seul, réfléchir tout seul dans son coin, et puis venir parler au peuple. Au préalable, il y avait déjà les différentes couches socio et professionnelles du Burkina qui ont été consultées, qui ont donné un quitus pour les 5 prochaines années. Et il y a son gouvernement, il y a ce gouvernement qu'il consulte. Donc c'est ensemble, avec ces forces vives de la nation, ensemble avec le Burkina. Et n'oublions pas qu'il reçoit aussi beaucoup les comités de jeunes, les chefs traditionnels. Il reçoit beaucoup, il va aussi sur le terrain. Donc il écoute. Il sait précisément ce que ceux dont les Burkinabés ont besoin. Donc c'est dans ce sens qu'en tant que président de la République, chef de l'État, celui qui incarne et qui dicte et dirige la vision du pays, il a toute cette latitude-là d'aller devant son peuple pour lui présenter ce qui devrait être sa feuille de route durant les 5 prochaines années à venir. Je voulais aussi préciser que le capitaine Traoré a été incorporé dans l'armée. Bon, il est rentré dans l'armée en 2010. Donc ça fait seulement 14 ans qu'il est dans l'armée. Et ces 14 ans lui ont permis de suffisamment forger ses armes pour comprendre la vision qui devrait être celle des Burkinabés et celle du pays. Donc il connaît son peuple. Il a vécu, c'est pas quelqu'un qui est sorti de l'establishment, quelqu'un qui est dans un cercle, dans un réseau donné, mais c'est quelqu'un qui vient du peuple, qui écoute le peuple, et c'est exactement ce qu'il faut faire pour que les Burkinabés connaissent un lendemain meilleur, caractérisé par la souveraineté, caractérisé également par le développement et caractérisé par le bien-être, tout simplement. Donc, il a toute la latitude d'aller devant son peuple et d'exposer sa vision pour qu'ensemble, n'oubliez pas aussi que après ce qu'il a fait le 11 juillet devant son peuple, il y a aussi les réseaux sociaux, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé, beaucoup de gens qui ont dit, ah oui, ça c'est bien, ça c'est telle vision sur l'agriculture, c'est bien, et surtout la vision sur l'indépendance véritable. Et les Burkinabés sont là pour cela, et c'est pour ça qu'il est apprécié, il est soutenu par tous les Burkinabés. Tous les Burkinabés, même si on peut relever par-ci par-là qu'il y a des gens, notamment au niveau des médias, au niveau des partis politiques ou des organisations de la société civile qui, notamment, jouent leur rôle, hein, parce que pour eux aussi, c'est aller aux élections conquérir le pouvoir. Donc, même s'il y a... Oui, mais le contexte de la déclinaison de cette vision, est-ce que ça permettait la sécrétion des points de vue contraires ou des critiques pour améliorer sa vision qu'il était en train de présenter? Mais le Burkina, il a dit que le Burkina est dans un combat pour la souveraineté. Et quand on est dans un pays comme en guerre, mais qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut d'autres sons de cloche qui doivent être différents
du fait qu'il faut d'abord gagner la guerre contre le terrorisme avant de revenir pour un débat fécond. Vous avez vu, personne n'en parle parce que ce qui se passe là-bas est adoubé par les Occidentaux, les impérialistes, personne n'en parle. Mais l'Ukraine devrait connaître des élections. Mais personne ne conteste le fait que jusque-là, il n'y a pas eu d'élection en Ukraine. Mais comment ça se fait aujourd'hui que on doit aller dire aux Burkinabés, aux Maliens, aux Nigériens de céder le pouvoir à un gouvernement civil? Donc ce n'est pas compréhensible. Oui, ben moi je n'ai pas parlé d'élection. Mais oui, mais non, quand vous parlez par exemple de voix contraire à celle que le président de la République a dictée, quand vous parlez, donc ça veut dire qu'il doit y avoir des élections. Quand il y a un débat. Non, pas forcément, mais bon, peut-être des formulations, des critiques formulées, enfin, des amendements à la vision qu'il a présentée. Écoutez, je crois que le principe de la réflexion et la capacité d'assumer sa parole, ces principes-là sont inhérents à la nature humaine. Et donc, le président Traoré, en tant que dirigeant, ayant sur ses épaules la vie et le devenir de plus de 22 millions de Burkinabés, se doit précisément de décliner une vision et d'appeler son peuple à se mobiliser autour de cette vision-là et de lui rappeler précisément que lui, en tant qu'individu, simple dirigeant, ne peut rien faire si le peuple lui-même ne se mobilise pas et s'active justement pour matérialiser un tel rêve. Qu'à cela ne tienne, qu'il y ait des gens qui trouvent des insuffisances à ce qu'il a dit, c'est de bonne guerre. Et on n'a jamais interdit à qui que ce soit de s'exprimer, d'analyser. D'ailleurs, même ce que nous sommes en train de faire, c'est une analyse. Et nous pouvons trouver des manquements, des insuffisances à son projet. Et tout dirigeant intelligent qui a le sens d'une démarche de perfection se doit d'être suffisamment ouvert pour écouter les points de vue qui viennent d'une tierce personne, surtout les gens désintéressés. On ne parle pas de ceux qui convoitent le pouvoir comme étant un instrument de jouissance, parce que pour eux, ce sera le raccourci le plus sûr pour être compté parmi les hommes les plus accomplis lorsque vous devenez dirigeant. Alors, en réalité, le poste de président, ou du moins de dirigeant, est un sacerdoce qui demande de la part de celui-ci un engagement ferme, un sacrifice résolu, parce qu'en réalité, ce sont ses œuvres qui devront parler en son nom, plutôt que ce soit son nom ou sa personne qui, bien sûr, étouffe les autres pour montrer que oui, j'ai le pouvoir, j'ai la force, je peux justement vous forcer à suivre ma voie. Non. Il montre qu'il est un homme de conviction. Et non seulement qu'il est un homme de conviction, mais il a une capacité à persuader et à déterminer le peuple à s'engager justement dans la voie qui a été définie et en harmonie avec l'aspiration profonde, c'est-à-dire en harmonie avec le besoin d'épanouir précisément ce peuple-là. Et je pense que véritablement, ce dirigeant est un exemple et c'est un vrai modèle, d'autant plus qu'il a compris qu'il ne suffit pas d'être dans le fauteuil, mais il faut aussi se cultiver. Vous avez vu comment il a structuré son discours et tous les éléments historiques qu'il a évoqués. Moi, j'ai esquissé un sourire lorsqu'il invitait les gens à lire les faits de l'histoire. Vous savez que il y a des gens, aujourd'hui, il suffit qu'ils aient un poste de responsabilité, ils pensent que c'est une fin en soi. Et parce que, il a le matériel, les équipements, il a l'argent, etc. Il ne fait plus aucun effort intellectuel, spirituel, moral pour servir de modèle et donc implémenter cela au sein de la société. Oui, vous me permettez de rebondir sur la lecture géopolitique proposée par Ibrahim Traoré à ses concitoyens. Qu'en pensez-vous, Anani Sossou? Non, je voulais quand même préciser un truc par rapport au fait qu'on pense qu'il est un dictateur qui impose sa vision. Non, il a dit quelque chose qui était fondamental. Il a demandé au Burkinabé de ne pas aimer sa personne, mais d'aimer le Burkina. Ça veut dire qu'il est ouvert aux critiques. Il a demandé aux médias, si vous voulez parler, vous voulez écrire, vous voulez dire, pensez d'abord au Burkina Faso, mais ne pensez pas à ma personne. Quelqu'un qui dit ça, ce n'est pas une dictature. C'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit et qui attend des critiques. Mais que ce soit des critiques constructives. Il ne faut pas qu'on critique dans l'esprit de critiquer ou bien que c'est un pouvoir militaire comme on entend par-ci, par-là. Mais d'aller de l'avant avec le Burkina Faso. Est-ce que vous êtes d'accord sur sa lecture géopolitique du monde? Mais bien sûr, il a totalement raison. Ce qu'il a dit, son pays est en guerre. Et il sait aussi que beaucoup de gens
beaucoup de pays voisins et beaucoup de pays occidentaux ne veulent que sa perte, la perte de Burkina Faso. Donc sa lecture, elle est compréhensible. Et quand on voit la géopolitique mondiale avec ce qui se passe entre la Russie et les puissances occidentales, mais il se situe dans ce contexte-là pour dire que mais si on ne se prépare pas à aller en guerre, et il a dit, même quelques jours avant, que ils se préparent pour faire une guerre totale contre l'impérialisme. Donc s'il ne fait pas cette lecture-là, le Burkina va tomber encore dans les travers du passé. C'est-à-dire ce qui a conduit à l'assassinat de Sankara, dont l'assassinat est téléguidé depuis l'extérieur, ce qui a conduit à Blaise Compaoré, jusqu'à sa chute que les Burkinabés ont décidé, et ce qui a amené Damiba aussi au pouvoir, et toutes les ramifications géopolitiques sous-régionales qui entouraient le pouvoir de Damiba. Donc il a parfaitement raison, et cette lecture qu'il a faite, c'est une lecture qui est juste. Et les Burkinabés sont derrière lui pour qu'il applique cette vision-là, pour que le Burkina ait une souveraineté, pour que le Burkina ne tombe plus dans les travers du passé. Lucas Baki, en quoi le cours géopolitique de Ibrahim Traoré était-il nécessaire dans ce contexte-là? Oui, avec son schéma triangulaire. Hein? Voilà. Oui. Vous savez, la puissance d'un orateur, c'est lorsqu'il a cette capacité de s'appuyer sur des faits de l'histoire. Lorsqu'il est capable de s'appuyer sur des faits de société, de sorte que chaque mot qu'il sort puisse avoir un retentissement dans le cœur de ses destinataires. Et je pense que lorsque vous prenez du bout en bout les propos tenus par Ibrahim Traoré, vous retrouvez justement ces impératifs-là qui font des grands rhéteurs. Vous voyez? Il a décrit le monde, il fallait, justement, j'ai parlé de situer le contexte. Il a décrit le monde comme étant un monde triangulaire, où en haut, il y a ceux-là qui pensent que ils ont droit à tout. C'est eux qui ont le bonheur, qui ont droit à tout ce qu'il y a de beau, de flamboyant, d'intéressant, etc. Ils mettent en place tous les mécanismes total pour essayer, si vous voulez, de dominer le monde. Et dans leur entendement, en dehors d'eux, il n'y aura que l'axe du mal et l'axe des esclaves. Ils parlent d'empire. Et puis donc, regardez un peu les faits de l'histoire qu'il a même rappelé, qui n'est même pas important pour nous de rappeler les choses. Il y a, selon les Occidentaux, une race privilégiée qui a droit justement à tout sur cette terre-là. Et vous voyez, les pays slaves, en tout cas tout ce qui est lié à la Russie et tous les autres pays qui ont tenté d'émerger, on leur a tendu les pots de banane avec l'URSS qui est finalement tombé à un moment donné. Et donc tout cela, c'est pour dire que eux, c'est eux qui ont droit à tout. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont donné le droit d'aller à la conquête des autres territoires, de les soumettre tout simplement, et surtout les pays africains, pour eux, c'est-à-dire que ça, c'est l'empire des esclaves. Pourquoi? Parce que nous n'avons droit à rien, à part être dans un mimétisme. BA, où donc l'exemple doit venir de l'Europe, où la science infuse doit venir de l'Occident, etc., etc. Et donc, cela explique que depuis des siècles, ils nous ont soumis d'abord aux Arzias négrières, puis à la colonisation, avec tous les mécanismes qui permettent précisément d'engloutir nos esprits et de nous empêcher donc de croire en nous et à notre capacité de réfléchir par nous et de trouver des solutions endogènes face aux défis qui, justement, nous entourent. Et donc, tout ce qui se passe dans nos pays, en tout cas sur les continents noirs, est copié littéralement de cette race modèle qui essaie de nous influencer par plusieurs mécanismes à la fois. L'école, la religion, absolument, les médias, et tout, les médias, et puis surtout les vassaux, c'est-à-dire les nègres de salon dont Traoré avait déjà parlé. Ils ont bien compris qu'en fait, on ne peut pas rentrer dans le circuit interne d'une société sans pouvoir piocher des gens qu'on conditionne mentalement, qu'on phagocyte l'esprit et à qui on fait un nouveau repiquage, qu'ils deviennent même plus blancs que les blancs eux-mêmes. Voyez-vous, vous avez lu France Fanon, peau noire, masque blanc, etc. Et donc, quand il décrit cela, cela lui permet précisément de dérouler son discours pour le centrer sur tous les problèmes dont fait face aujourd'hui, aussi bien le Burkina Faso que l'ensemble des pays de l'AES. Vous avez vu que les principaux ennemis de ces pays-là
en tout cas visibles, ce sont les pays qui sont dans leur environnement immédiat, notamment la CEDEAO et de façon plus élargie, l'Union africaine, où pendant que les pays sont en train de faire face à un fléau pernicieux et grave, où la survie même des États et des peuples est menacée, mais vous allez voir des gens condescendants qui se complaisent dans des bureaux feutrés pour décider des sanctions qui n'ont rien à voir avec le sens de l'humain. Voyez? Et donc, il a fallu ce contexte, cette description-là, pour revenir et justifier justement cette vision-là qu'il décline. Vous voyez? Le premier point qu'il a abordé lorsqu'il est rentré dans le contexte de sa vision, c'est le défi sécuritaire. Vous voyez? Et donc, ça veut dire qu'il est tellement cohérent, logique, que vous ne pouvez pas perdre le fil conducteur de son récit. Il sait exactement comment il faut procéder pour accrocher l'esprit de ses auditeurs, et il a fait pratiquement à merveille. C'est ce qui prouve qu'en fait, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Oui, mais la question que je voudrais vous poser, mais pourquoi ça fonctionne jusqu'à présent, hein, ce monde, comment on dit, triangulaire, avec l'impérialisme au sommet, les esclaves et l'axe du mal en bas, mais pourquoi ça fonctionne avec les Noirs jusqu'à présent? Oui, mais c'est parce que ce que Ibrahim Traoré fait, c'est de la pédagogie. La masse populaire ne comprend pas pourquoi il y a ce triangle-là. Mais pourquoi il ne comprend pas? Oui, mais c'est parce que, comme disait Luc tout à l'heure, on a tellement été phagocyté, on a tellement été assimilé, de telle sorte qu'on pense que... Mais pourquoi nous avons été assimilables, phagocytables? Pourquoi nous sommes si malléables? Ouais, mais non, c'est pas parce que nous sommes malléables, parce que ceux qui viennent, ils viennent avec une certaine force pour nous imposer en réalité les choses. Et ils viennent avec la force des baïonnettes. Vous avez vu comment ça s'est passé au niveau de l'esclavage? Ça veut dire que nous n'avons pas de force. Mais nous n'en avons pas. Il faut qu'on soit réaliste. Nous n'en avons pas. Ils viennent avec la force des baïonnettes pour nous imposer l'esclavage, la colonisation. Vous avez vu les affres de la colonisation. Ce crime-là, prescriptif contre les Africains. Donc, on est venu... Regardez aujourd'hui, par exemple, au niveau des religions. Hein, ça, c'est mon sujet, un de mes sujets favoris. Quand quelqu'un va dans son village pour sacrifier à la tradition, verser de l'eau par terre, immédiatement, il y a d'autres qui voient que ça, lui là, c'est Satan. Vous comprenez comment est-ce qu'on nous a tellement assimilés qu'on pense que ce qui vient de nous, ce qui vient de nos traditions, ce qui vient de nos villages est tellement mauvais. Et pendant ce temps, dès qu'on parle de Jésus, que les Africains ne connaissaient pas, qui n'a rien à voir avec eux, les Africains applaudissent. Encore mieux, lorsque vous voyez dans la rue, vous allez dans un magasin, ou bien vous allez dans un restaurant, vous allez sur le marché, bien quelque part, et que vous, en tant qu'Africain noir, vous parlez, et qu'il y a un blanc qui vient, on dit non, mais servez-le d'abord. Vous n'avez jamais vécu ça? Ça se passe tous les jours. C'est parce que nous avons ce complexe d'infériorité en nous qui fait que dès que l'axe qui est la race aryenne, qui est en haut de la pyramide, dès que cette race-là parle, on pense forcément que c'est vrai. Regardez les critiques auxquelles font face aujourd'hui les États de l'AES, où on dit, ah mais ce sont des militaires ce sont des voyous qui ont pris le pouvoir, ils n'ont qu'à céder le pouvoir. Alors que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de nous donner notre dignité, de nous permettre d'être autonomes, de nous permettre d'être souverains. Mais il y a encore des Africains, des nègres de maison, qui sont là, qui critiquent ce fait-là. Donc, nous sommes conditionnés à subir. Si bien que nous-mêmes, au lieu qu'on soit unis, forts, pour contrer cet axe-là, qui est au-dessus, que moi j'appelle plutôt l'axe de mal, nous sommes divisés et l'ennemi, l'impérialisme profite. Regardez mais pourquoi nous sommes divisés? Qu'est-ce qui nous divise? C'est quoi le problème? Parce que ça devient intéressant. Rapidement, pour qu'on revienne au sujet du jour, les accusations. Il faut peut-être rappeler contre deux pays. D'abord que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, c'est-à-dire que l'être humain a connu sa vie en premier sur notre territoire. Et les faits de l'histoire nous montrent aussi que pendant plus de 3000 ans, l'Afrique a été la référence du monde. C'est-à-dire que sur le plan de la science, de la connaissance, de la recherche, etc., c'est d'abord en Afrique qu'on a connu tout cela. Et il a fallu, précisément, que les philosophes de la Grèce antique viennent copier justement ces acquis-là. Mais lorsqu'ils sont partis, pendant que nous, on est restés dans une forme de piété,
dans une forme de force, de culture de la force morale et de l'intégrité, ils ont phagocyté cela et ils ont fabriqué des instruments qui leur permettent, c'est-à-dire qu'ils ont cultivé une forme de mauvaise foi qui leur ont permis de venir duper nos ancêtres et de mettre, si vous voulez, une forme de doute dans notre esprit. Parce qu'à partir de l'instant où vous doutez de vous-même et de vos capacités, en tout cas de votre pratique, de votre mode de vie, de votre civilisation, et vous pensez qu'il y a des modèles plus inspirants, il n'y a pas meilleure manière pour vous désaxer, pour vous dérouter, pour vous désorienter et vous désarticuler. Voilà ce qui a causé, dans un premier temps, notre problème de base. Et puis, ils sont tellement malicieux et malins qu'ils ont fabriqué des instruments qui permettent justement de conditionner, si vous voulez, notre mental. Vous savez, si vous voulez vraiment contrôler quelqu'un, vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Contrôlez son esprit. Faites-lui, vendez-lui quelque chose de flamboyant, d'apparence, et puis c'est tout. Une fois qu'il y croit, c'est fini, il renonce à sa foi d'hier et il pense que ce qu'il y a de mieux, c'est là-bas. Puisque, précisément, vous savez, la télévision aujourd'hui, lorsque vous voyez les journalistes européens avec les belles cravates, ils tiennent des descriptions, vous considérez que tout ce qui sort de leur bouche est une parole d'évangile. Et donc, vous considérez que vous habiller de cette manière, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est la mode. Quand on vous parle tout le temps de la mode, de comment il faut s'habiller et de ce qui est vrai, parce que c'est sorti sur RFI, c'est sorti sur TV5 Monde, France 24, etc. Voilà comment ils ont essayé d'entretenir cela. Aussi bien par le canal de la religion, que par le canal des médias et par le canal du choix des dirigeants qui en réalité sont des modèles. Parce qu'en fait, dans l'esprit du citoyen, en tout cas de l'individu, on ne peut que te gouverner que par l'exemple. Et donc, lorsque un président sort une parole, il est évident qu'il puisse impacter véritablement toute sa société. Alors, si ce président lui-même est inféodé, phagocyté, et il y a quelqu'un derrière qui joue un rôle catalytique et qui téléguide justement ses actions, il ne peut que réussir le pari de désaxer complètement son peuple et de le tenir dans une forme de plonger dans une léthargie. Voilà la réalité. Voilà pourquoi aujourd'hui, les consciences éveillées, grâce au déversement de la connaissance, permettent, à partir de nos discussions, de nos débats, de nos analyses, d'éveiller des consciences et de ramener l'Africain à comprendre qu'en fait, il est aussi un être humain à part entière, capable de réfléchir par lui-même et capable de prendre des décisions fermes qui permettent de renverser la situation. Et c'est ce que les pays de l'AES sont en train de nous montrer précisément et qui est en train de marcher. Donc c'est une pédagogie pour déconstruire les anciens schémas mentaux. Peut-être on va consacrer une autre émission à ce concept, à cette thématique. Je voudrais qu'on revienne maintenant aux graves accusations formulées par le président burkinabé contre deux pays voisins. Est-ce que selon vous, il est prudent de porter sur la place publique de telles accusations? Analyse Soussou. Oui, mais c'est une véritable problématique, c'est un dilemme. Fallait-il le faire? Fallait-il ne pas le faire? Est-ce que c'est lui-même qui devrait le faire en tant que chef d'État? Ou bien devrait-il laisser cette opportunité à ses ministres, notamment de l'Intérieur ou bien de la Défense, de porter de telles accusations? Mais ce qu'il avait dit, c'est qu'avant, les chefs d'État ne portaient pas de telles accusations contre d'autres États. Et cela a permis à ces États-là de monter des coups foireux qui ont toujours réussi. Notamment lorsque la Côte d'Ivoire avait passé par tous les canaux possibles pour déstabiliser le Burkina en assassinant Thomas Sankara, c'est parce qu'il n'a pas eu l'audace ou bien le courage de porter à la connaissance du peuple et des pays voisins et au niveau international le fait qu'il est au courant d'un coup qui se prépare. Donc sur ce point-là, je crois qu'il a vraiment jeté un pavé dans la mare. Étant donné que le Bénin aujourd'hui sait que Ibrahim Traoré connaît tout ce qui se passe, et le Bénin, même si, comment il s'appelle, le porte-parole adjoint du gouvernement, Wilfried Léon Houmbedi, par exemple, a dit que il a nié tout en bloc, mais on sait quand même, à travers des enquêtes, qu'il y a une base quand même militaire française au niveau qui est juste à côté de Kandi. Oui, mais vous dites on sait, mais qui sait? Mais
Il y a beaucoup de médias, même des journalistes français, qui ont fait des enquêtes pour s'apercevoir qu'il y a quand même cette base-là. Et aujourd'hui, hein, le Burkina s'est doté tellement de moyens sophistiqués à travers sa coopération avec la Russie, la Turquie, la Chine et autres, sont tellement dotés. Le Burkina s'est doté de moyens sophistiqués d'écoute, d'analyse. Et ils ont aussi des radars qui voient tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que non, le monde, c'est seulement les Occidentaux qui peuvent nous dire exactement ce qui se passe dans le monde. Mais tous les pays aujourd'hui sont en capacité, tous les pays développés, je veux dire, notamment la Chine, la Turquie, sont en capacité de savoir à peu près ce qui se passe dans leur environnement immédiat. Et le Burkina, le Mali et le Niger ne se sont pas dotés de ces moyens-là, ils ne sauront pas ce qui se passe, notamment le survol de l'espace aérien malien par les avions. Comment ils ont su? Si c'était qu'ils ne se sont pas dotés de ces moyens-là, ils ne sauront pas. Et aujourd'hui, le capitaine Traoré sait exactement à travers les écoutes. Et là, dit même qu'ils ont même des écoutes qui prouvent ce qu'il est en train de dire et qu'au moment opportun, ils vont apporter ces preuves-là. Donc, vous savez, avant, on peut dire tout et n'importe quoi. On nous impose tout et n'importe quoi à travers les médias occidentaux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible avec Internet. C'est une grande capacité qu'on a aujourd'hui de savoir ce qui se passe à peu près en temps réel. Mais malgré l'Internet, pour le moment, on n'a pas encore de clichés sur l'existence de ce centre d'opération de stabilisation du Sahel. Mais ça existe. Il ne faut pas nier cette évidence-là. Moi, je ne nie pas. Il ne faut pas nier cette évidence-là. Je pense que... Vous savez, moi, je veux que vous arriviez à convaincre les téléspectateurs, c'est tout. Non, on va aller de façon pédagogique, parce qu'il a dit tout à l'heure que le discours d'Ibrahim Traoré était pédagogique. Procédons de cette même manière, ok? Qu'est-ce que Ibrahim Traoré a dit? Il a dit que personne ne peut nier qu'aujourd'hui, à Abidjan, il existe un centre des opérations pour déstabiliser le Burkina Faso. Il a porté pratiquement la même accusation contre le Bénin, disant qu'il y a 2 bases militaires où les pistes ont été aménagées sur 3000 mètres et où les avions descendent. Et on a les audios des agents français qui forment, qui portent une assistance, etc., aux terroristes, justement, qui se déversent sur le territoire burkinabé en vue de déstabiliser ce pays-là. Voilà ce qu'il a dit. Ok. À partir de l'instant où on a entendu ça, oui, nous n'avons pas les preuves, nous n'avons pas des éléments évidents et tangibles qui nous permettent de dire il a raison ou pas. Maintenant, vous avez posé la question de savoir est-ce qu'un président devait le dire. Lui-même, il a répondu à cette question. Il dit, oui, vous allez entendre des gens pour dire non, le président ne devait pas dire ceci, etc. Comme s'il y avait une école pour apprendre l'attitude à donner à un président. Dans tous les cas, en tant que dirigeant, il a un devoir de redevabilité vis-à-vis de son peuple. Et lorsqu'il a des éléments qui lui paraissent convaincants, il se doit d'abord de les transmettre. Parce qu'en fait, il est là au nom d'un peuple. Maintenant, pour pouvoir se formuler une idée sur la véracité ou non, précisément, de ces accusations. Oui, parce que ce sont des accusations qui reviennent régulièrement. Voilà une communauté sous-régionale qui a une vision chargée justement de l'intégration, de faire en sorte à promouvoir les règles de fraternité, les règles du vivre ensemble, en tout cas de solidarité, pour qu'on puisse évoluer ensemble. Dans cette communauté, pendant que des pays ont des difficultés, d'autres, qui sont des voisins, décident tout simplement d'être indifférents. Le terrorisme décime les pays du Sahel depuis plus de 10 ans déjà. La CEDEAO n'a pas été capable de mettre en place une force capable précisément de participer à lutter contre ce fléau-là. Première chose. Deuxième chose, lorsque des pays sont menacés, des peuples sont menacés, vous êtes soulèvement populaire à tout point de vue, et des militaires décident, de par leur sens de responsabilité, de renverser les régimes en vue précisément de trouver des solutions à ce qui menace le pays dans son ensemble. Ce sont justement les voisins qui décident des sanctions qui n'ont rien à voir avec l'essence de l'humain, les valeurs inhérentes à nos sociétés et qui briment toutes les règles établies par le droit international au point d'étouffer des peuples entiers. Et on a vu précisément des dirigeants de la même sous-région qui disent ben, nous allons nous organiser pour agresser des régimes poutistes.
et qui ont dit clairement que mais ils ont déjà mis en place, si vous voulez, des contingents avec précision et ils ont même déjà débloqué le budget, etc., etc. Donc ça veut dire que eux, ils rament à compte courant des besoins de solidarité, des règles du vivre ensemble, et donc ça veut dire qu'ils sont en train de trahir la vision qui est commune à l'ensemble de cette communauté. Oui. Pire, je vais terminer. J'ai des gens que je considère comme étant des ennemis parce qu'ils soutiennent les ennemis, les terroristes. Je les chasse de chez moi, le voisin les reçoit. Il les reçoit en grande pompe, ça veut dire que lui-même, il est aussi mon ennemi. Ouais. Donc, je vous redonnerai la parole sur le sujet, parce que là, nous devons marquer une pause pour des impératifs commerciaux. Nous retrouvons dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de New World Forum.